Bonjour. Alors, mon histoire a rapport avec cette image, la bergerie de Tonton Ernest, dont je vous parlerai plus tard. Je me souviens attendre avec impatience le samedi après l'école, afin de terminer la semaine dans mon village de cœur. Nous allions là-bas, en principe, tous les samedis, tous les dimanches et toutes les vacances. Quel souvenir merveilleux. Ma mère y avait été institutrice, comme on disait avant. L'école avait été fermée par manque d'élèves. Et les personnes de ce village avaient été tellement gentilles, accueillantes, que mes parents ont décidé d'y construire notre maison. C'était dans les années 70-60. Il n'y avait pas de télé, pas de machine à laver, pas encore les commodités actuelles. Peut-être une ou deux voitures, je ne me rappelle pas très bien, mais tout le monde n'en avait pas. En tout cas, il n'y avait pas de commerce. Et tout ce que l'on pouvait acheter, c'était du lait, des œufs, du fromage et les produits du village. C'était du bio et du 0 km avant l'heure. Les moments les plus importants étaient la fête patronale, où tout le monde participait, enfants, adolescents, adultes, personnes plus âgées, qui montaient la scène de l'orchestre, la buvette, lieu stratégique, qui pavoisait le village. Nous, les enfants, étions chargés, avec les plus grands, de ramasser les buis pour la décoration de l'estrade et de la buvette. Le samedi, sur la place, il y avait le bal. Personne ne nous surveillait, mais tout le monde avait un œil sur les plus petits. Pas question de faire des bêtises, pourtant. Le dimanche matin, la journée commençait avec le concours de boules. Ensuite, c'était la messe, suivie de la procession. Les femmes avaient laissé pour l'occasion leur tablier et mis leurs plus belles robes. Les hommes avaient laissé leurs vêtements de travail et étaient parés de leurs plus beaux costumes. Je n'étais pas habituée à les voir ainsi. Ils étaient touchants. Vers midi, c'était les discours, infinis à mon goût. Et enfin, l'apéro. Ce jour-là, les familles du village se réunissaient et recevaient leurs amis autour d'un repas de fête interminable. Et à l'époque, il n'y avait pas de manège. Les boulistes retournaient à leur concours et le soir, il y avait encore le bal. Le lendemain, tout le monde se retrouvait afin de ranger, démonter pour l'année suivante. Il y avait aussi l'incontournable aioli, qui avait lieu dans la cour de l'ancienne école, celle où j'ai fait mes premiers pas. Le matin, les femmes du village faisaient cuire les carottes, les patates, la morue, les haricots. Les hommes devaient dresser les tables dans la cour de l'école, sous les arbres, pour être bien au frais. Et je me rappelle ce matin-là, ma mère avec une amie, occupée à monter les aïoulis, qu'il ne fallait pas rater surtout. Et chacun devait apporter son couvert. Après le repas, il y avait de la musique pour les danseurs et les boules pour les joueurs jusqu'au soir. Dans chaque maison, j'étais presque un peu partout chez moi. Chaque foyer avait sa particularité, son charme de l'ancien temps. Et j'avais des maisons où je préférais aller plus que d'autres. Je ne peux pas oublier la gentillesse, l'attention que j'ai reçue à cette période et plus tard aussi. Il y avait tout de même des maisons où j'allais moins, car j'avais peur. Les personnes étaient un peu plus rustres. J'avais quand même une préférence énorme pour la maison de Tata Renée et de Tonton Ernest, frères et sœurs. Une maison où il y avait une grande pièce qui servait de cuisine, de salle à manger. Et je me rappelle, il y avait un petit poêle qui constamment était allumé pour faire cuire leurs repas ou ceux des animaux. Tout était ancien à mes yeux, mais quel bonheur de partager ces moments-là. C'est là que je me réfugiais lorsque je me faisais gronder par mes parents et que je venais me faire consoler, même dans son tablier. Ils me racontaient leur enfance, qui était autrement plus dure que la mienne, leur vie au quotidien, pour aller chercher de l'eau, garder les animaux. Alors, c'est vrai que je me sentais privilégiée, moi qui avais tout à portée de main. Parfois, ils parlaient en patois, pour ne pas que je les comprenne, mais ils s'adressaient à moi en français, car il ne fallait plus parler le provençal. Je le comprends aujourd'hui, mais je suis incapable de le parler, et comme c'est bien dommage. Combien de fois Tata Renée a dû me changer les œufs, car je les avais cassés, et je ne voulais pas retourner à la maison. Ils étaient emballés dans le journal, et il ne fallait pas trop, ni les serrer, ni les tenir trop fort. Attention de ne pas en perdre. Et lorsque je voyais le journal tout mouillé, c'était raté. Je me revois aussi allant au lavoir avec elle, faire la bugade, lessive, avec le battoir,
la planche à laver, le tas de linge. Pour moi, c'était un amusement, mais elle, c'était son quotidien, été comme hiver. Quand l'eau avait gelé, il fallait d'abord casser la glace afin de pouvoir laver le linge. Et quand il y avait de la neige, c'était encore pire. Il fallait faire la trace afin d'accéder au lavoir. L'été, c'était bien plus plaisant. Je me revois étendre le linge avec elle sur le pré, être attentive à ce que je faisais pour ne pas le salir. Il en était de même pour tous les foyers dans le village. Tonton Ernest, son frère, était berger. L'été, il allait en montagne avec ses moutons. Il y restait presque toute la saison. En revanche, au printemps et à l'automne, je passais souvent quelques heures avec lui pour faire paître et rentrer les moutons à la bergerie. Celle-là même que je vous ai montrée au départ. Il fallait être patient et aussi attentif pour ne pas que le troupeau s'échappe. C'est là que j'ai appris à découvrir le nom des plantes, des montagnes alentour et des arbres. C'est peut-être aussi parfois... Voilà. C'est peut-être pour cela que chaque fois qu'il y a un passage de transhumance, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir le troupeau. Je pense qu'avec ma sœur, nous étions un peu les enfants qu'ils n'avaient pas eus et qui nous ont donné toute leur affection et tout leur amour. Il y avait aussi la maison de Tata Mène et de Raoul. Je la revois faire son repassage avec son fer qu'elle mettait à chauffer sur le poêle, sans brûler les vêtements. Et pour moi, cela était de la magie. C'est là aussi que j'ai appris à faire du tricot. Quelle patience elle avait. L'hiver était consacré aux travaux de couture ou de ravaudage, comme elle disait. Et cela ne pouvait être fait j'arrive plus. Excusez-moi. L'hiver était consacré aux travaux de couture ou ravaudage, comme elle disait. Tout ce qui ne pouvait pas être fait durant la belle saison à cause des foins, du jardin et des travaux extérieurs. Son mari, Raoul, faisait de la vannerie, des paniers et plein de choses utiles pour chaque jour. Un travail de patience et de dextérité. Chez eux, en début d'année, il y avait le grand repas. Et j'entends encore les cris des cochons qui étaient tués ce jour-là. Quelle horreur! Mais cris vite oubliés lorsque le soir on mangeait le fricasson, qui avait été préparé dans la journée. Journée bien remplie pour tout le village, car chacun avait sa spécialité. Celui qui faisait les saucisses, les boudins, les pâtés, celui qui découpait les jambons, les roulait. Tout était bien organisé, un travail d'une semaine. Je me rappelle aussi la soirée de veillée où chacun racontait son anecdote, son histoire. Et j'étais là à écouter jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Il y avait aussi la maison de Tatana et Paul, qui étaient frères et sœurs. Paul est une personne qui aimait lire, s'instruire, très cultivé. Il avait toujours quelque chose de nouveau à m'apprendre. Le nom des étoiles, des planètes, des champignons. Et d'ailleurs, c'était chez lui que nous allions quand nous n'étions pas sûrs de demander confirmation pour les manger. Tatana était très pieuse. Ça, c'était beaucoup moins drôle quand elle me parlait. Elle me racontait aussi des instants de sa vie, quand elle avait été placée couturière ici à Castellane, ne voyant que très rarement sa famille. À l'époque, la distance entre les villages était longue. Leur maison était remplie de livres. Mais lorsqu'ils ont eu la télé, cela a été une révélation pour eux, et pour nous aussi. Je la revois encore dans son jardin, près de notre maison où elle passait beaucoup de temps et revenait souvent avec des beaux bouquets de fleurs. Ils habitaient sur la place et le plus souvent nous discutions dehors sur son banc accolé à la maison. Et c'est là aussi que tout le monde attendait le boulanger, l'épicier, le boucher qui passait une fois par semaine. Par contre, chez Yvette et Marcel, je ne traînais pas trop longtemps. Lui était gentil, mais elle, jamais contente. Mais j'étais bien obligée d'y aller. C'est eux qui nous vendaient le lait. Près de l'église aussi, il y avait Tonton Louis et Marcelin. Tonton Louis nous allumait le feu afin que nous arrivions dans une maison chaude. C'était aussi le partenaire de chasse aux lièvres de mon papa. S'il nous manquait quelque chose, c'était chez lui que j'allais. À l'époque, on pouvait partir dans tout le village. Il n'y avait pas de voiture, pas de danger. Bon, peut-être des oies ou des chiens. Combien de fois j'ai parcouru tous ces chemins. Il y avait aussi Adrien, un vieux garçon,
qui venait chez nous faire d'interminables parties de belote. Aux bonnes saisons, on le voyait moins. Le printemps et l'été, lui aussi, était occupé par son jardin, les foins, les parties de boules. Et il y avait la maison des Pascal, la plus grande famille du village. Et surtout, dans leur salle à manger, trônait la cabine téléphonique. Tout le monde entendait ce qu'il se disait, mais qu'importe, de là, on appelait aussi le docteur. La famille était grande. L'été, les enfants revenaient, et aussi les petits-enfants. C'était génial. Je retrouvais mes copines, mes copains que je n'avais plus vus depuis 1 an. Et l'été, toutes les maisons s'ouvraient, et c'était parti pour les vacances. Balade dans les collines de sable, en vélo, baignade dans la rivière, cueillette des fraises, jeux dans les foins. Quel bonheur dans mon village de cœur qui s'appelle Les Lattes. Et c'est peut-être grâce à ces personnes, leur attention, leur gentillesse, et tout au long de ces années, et plus tard aussi, que la petite fille que j'étais est devenue la femme que je suis, attentive à la nature, à l'écologie, et qui cultive son jardin.